passe dans ce pays. On est dans le suivisme, on est dans la mode ici. Parce que la fille du voisin est secrétaire, elle s'habille bien, elle porte de longues jupes, elle va ici, elle porte les hauts talons, elle est secrétaire à côté. Il faut que ma fille soit aussi secrétaire. C'est la gangrène. Oh, l'autre maintenant, si elle est en blouse bleue, c'est pas joli. Ouais, c'est ça. Donc c'est une gangrène. Donc, comme il a dit, lui il est privé. Comment il va faire? Il donne la formation. Il donne la formation à qui vient. C'est ça le problème qui se pose. Alors, M. Kwadé, terminez votre idée alors. Oui, donc il y a vraiment une éducation de base que nous devons faire. Et, par exemple, aujourd'hui, quand vous êtes à Néro, vous êtes à Anfouin, vous êtes à Klakou, voilà une décentralisation que vous suivez avec les communes. Est-ce que dans ces autres communes, les gens s'inscrivent? Lorsque nous venons à Klakou, par exemple, avec tout ce que nous avons proposé, c'est rien que des secrétaires. Il y a la maintenance là-bas. Personne n'est même venu s'intéresser à ça, tout le monde sait. Donc il y a ce réel problème. Quand vous venez à Ného, tout le monde sait le transit. Quand vous prenez à Ného, les jeunes s'intéressent au transit. Vous n'êtes pas sans savoir que cette année, on a vu quelqu'un qui a voulu faire dessin projection bâtiment chez nous. Nous avons mis ça dans notre communiqué. Il était venu, on a fait le partenariat avec lui, mais il est resté, il a bavé, il est retourné à son Lomé parce que ça n'intéresse pas nos jeunes garçons. Donc c'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'on a un problème d'éducation à la base. Et aujourd'hui, nos jeunes aussi n'arrivent pas à identifier les secteurs porteurs. Aujourd'hui, nous sommes à l'aide de la révolution informatique. Quelqu'un qui fait cette filière dont tu parles tout à l'heure, un jeune d'Anéro qui apprend cela n'a pas besoin d'aller à Eyamo, mais il peut travailler dans un cabinet architectural. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et il peut travailler dans un cabinet architectural. D'abord, à la maison, moi, un simple vulgaire individu qui veut construire ma chambre, je peux lui demander, parce qu'il va me revenir très moins cher à Néro, à lieu d'aller chercher un cabinet d'architecture à Lomé, je lui demande, montre-moi un petit plan. Bon, peut-être quelque chose que je vais payer à 500 000 à Lomé, peut-être avec lui, avec un 100 000. J'ai déjà le plan avec lui. Donc il peut s'en sortir. Sera utile également dans les communes, il sera sollicité pour des plans. Bien sûr. Si on veut viabiliser un terrain, est-ce qu'on peut construire, si on ne peut pas, quel type de plan et quel type de sol il y en a, ce qu'il faut construire. Je crois qu'on est en train de rater des occasions. Voilà, oui, c'est ça. C'est une question d'éducation. Il faut que nous éduquions nos jeunes frères. Il faut que nous les sensibilisons. Il faut que nous leur disons que, au fait, le chemin que nous, aînés, on avait pris au départ en voulant être français, en voulant être bureaucrate, ça n'a pas porté. Mais la plupart de nous aujourd'hui ne se retrouvent pas dans le bureau. Vous vous plaignez de ce que les jeunes ne s'intéressent pas à la maintenance, mais au lycée technique à Néro, Glidi, il y a des jeunes, la filière technique, il y a beaucoup de jeunes là-bas. Vous savez, il y en a là-bas. C'est pour ça que la formation nationale a été ratée dans notre pays. Ça, c'est une réalité. Même les gouvernements n'ont pas cette politique. Je m'explique. Vous saviez qu'au Togo, on a formé plus de jeunes qui sont actuellement à l'extérieur du pays. C'est la fuite de l'intelligence de notre pays. Aller au Niger, c'est les enseignants togolais qui sont là-bas. Aller au Mali, c'est les enseignants togolais qui sont là-bas. Au Burkina Faso, Gabon et autres, c'est des enseignants togolais qui sont là-bas. Mais actuellement, nous avons au Togo un tout petit pays qui peut fournir des professeurs de français au Nigeria. Mais qu'est-ce que l'État togolais peut faire? Maintenant, c'est d'organiser maintenant des voyages vers ces pays, leur demander combien vous manquez le manque que vous avez, et il peut... Voilà. Aujourd'hui, nous n'avons pas de professeurs de sport, de physique formés par l'État. C'est des jeunes qui se constituent et disent, bon, c'est un ami, il court très bien, il peut faire... c'est ça ce qui se passe. Et on prend ces EV. Voilà. Mais actuellement, ces EV peuvent être reconstitués par des moniteurs venant de l'université et former ces jeunes sur place parce qu'ils sont déjà outillés sur le terrain. Mais l'État ne pense pas. Je ne peux pas d'entendre là. Mais vous savez que pour pallier à cela, que l'État a créé quand même des lycées scientifiques. Il y a 2 lycées scientifiques, le lycée scientifique de Lomé. Nous avons eu l'occasion de former, nous avons eu l'occasion d'enseigner. Et je parlerai là de 2 types de formés. Quand je prends un apprenant togolais qui est en kaki, et lui il va à l'école parce que les parents ont demandé à ce qu'il aille à l'école. Ben maintenant, quand je prends un jeune qui va vers M. Kwadé, c'est qu'il est confronté aux réalités de la vie, il faut qu'il s'en sorte, il faut qu'il sorte les griffes.
C'est ça le topo. Il veut être beaucoup plus pratique. C'est ça le topo. Et là, parce qu'il faut manger après tout le soir. Il faut manger. Parce que quand on est à l'école, on va à l'école. C'est pourquoi à Ného, tout le monde veut faire le transit. On va à l'école. La porte de sortie, c'est... Voilà. Maintenant, en transit, vous en avez... C'est vite fait, quoi. Oui, c'est vite fait. C'est vite fait. Voilà pourquoi j'ai dit, il faut que l'État togolais ait le courage de fermer les écoles, au moins pour 2 ans. Comme ça, on va vraiment promouvoir l'autosuffisance alimentaire. Quand on aura fini de produire de quoi manger, on pourra aller maintenant choisir. Parce qu'il y a un autre problème qui se pose aussi. On est toujours devant la télévision. On écoute rarement la radio. Cette émission que nous sommes en train de faire actuellement là, si tu veux, on va faire la médiamétrie. Il y a peu de jeunes qui s'intéressent à cette émission. Avec le sujet que nous traitons ici, il est très important. Parce que ce n'est pas gain ou quoi? Non, loin de là. Loin de là. Parce que ce n'est pas un gain. Non, aujourd'hui, il faut remarquer que... Vous savez que nous avons dans cette émission, le 7 des journalistes, et quand vous sortez, les travailleurs, les fonctionnaires vous abordent et vous proposent même des sujets. Non, pas des jeunes. Aujourd'hui, les jeunes sont plus intéressés aux informations. Ils ont les écouteurs dans les oreilles. Ils écoutent la musique. Ils écoutent la musique. Maintenant, moi, c'est sérieux, c'est sérieux. Je finis, je vais chuter en disant ceci. Oui, parce que on est dans une préfecture de lac. On a combien de jeunes qui savent nager? On est dans une préfecture de lac. Il y a combien qui sont formés dans le métier de la pêche? On est dans une préfecture une école pour ça. De lac. Ou bien on est dans une ville tricentenaire, 2 fois capitale, culturellement et culturellement plus forte. Il y a combien de jeunes qui sont formés au métier des arts, de la scène et de la culture? Il n'y en a pas. Donc les priorités sont ailleurs. Voilà pourquoi je dis qu'il faut fermer les écoles et dans ce cas tel que tu le dis, il appartient aujourd'hui au maire. Je ne les accuse pas, il leur appartient maintenant. C'est pas une accusation. Voilà, comme il le dit, nous sommes dans la préfecture des lacs. Et nous avons appris qu'il y a l'État. Là, je crois que qui a fait longtemps, moi je ne maîtrise pas trop. Je passe, je viens auprès des amis, que je sais qu'au bord de la route là-bas, il y avait un centre où on produit les produits halieutiques. Les produits halieutiques, c'est-à-dire les petits poissons, comment ils appellent ça? Les alvins. Les alvins, pour donner aux producteurs piscicoles. Est-ce que ça existe encore? Je ne sais pas trop. Maintenant, est-ce que ce centre-là forme les jeunes pour aller s'exercer dans le métier de la pêche, dans la pisciculture, etc. Non, Tony, nous sommes dans les lacs. Non, nous sommes dans les lacs. Et moi, je vais plus loin. Est-ce que l'État togolais pense ce qu'on appelle la formation nationale? Il y a l'art et métier, il y a les technicités que vous voyez, et puis les supérieurs, hein, les grands cadres. Mais le Togo n'avait pas jusqu'alors un projet qui peut nous dire aujourd'hui qu'il y a la construction des HLM, les habitations à loyer modéré. Mais si le Togo avait cela, je crois que la formation, la technique, hein, les maçons et autres là, les gens vont s'aventurer dans ces métiers-là. Ah, mais ils sont en train de construire plus de, je crois, des HLM au niveau de Gridi. C'est plus haut de 300 mètres. Et ça va durer 4 ans, 5 ans. Mais pourquoi pas les jeunes vont aller là-bas, s'inverser, parce qu'il y a de l'argent là-bas en même temps. Mais lorsque nous n'avons pas ces genres de projets, parce que c'est l'État qui doit instaurer ces projets, et les privés aussi. Mais en Côte d'Ivoire, Sikoji le tout, c'est un projet qui a été lancé tout d'abord par l'État, mais racheté par les privés. Et au Togo, il y a aussi un centre comme ça, un service comme ça qui a construit à côté du... des choses ambitieuses. Des villas de 70 millions. Les copés et tout ça, il y en a plein. Mais les HLM peuvent résoudre beaucoup de problèmes dans notre pays ici. Mais ici, ce ne sont pas les HLM, malheureusement, c'est des villas coûteuses. 70 millions. C'est ça ce que nous disons. Nous donnons notre pays aux étrangers sans le savoir. C'est-à-dire que quoi? Les 70 millions de francs CFA, mais ce qui a 35 000 francs CFA, est-ce qu'il va rêver rentrer dans cette maison une fois dans sa vie? Non. Mais c'est ceux-là qui ont de l'argent, qui viennent acheter des choses ici, font du commerce ici. Les Ivoiriens, les qui peuvent acheter là-bas. Et demain, les Aladis du Niger, du Mali. Voilà. Mais c'est pour cela, il faudrait que l'État togolais, il faudrait qu'aujourd'hui, nos jeunes mairies aient l'ambition maintenant de construire des maisons sociaux dans leur... sur leur territoire. De là maintenant, les chambres de commerce vont fournir des hommes qualifiés à ces personnes-là. Mais s'il n'y a pas ces genres de projets,
on ne peut rien, mais les rues qui sont là depuis 35 ans à Lomé, Kodovia, Kopé et autres là, vous rentrez là-bas, même si vous n'avez pas votre lunette, si vous n'avez pas, vous allez rentrer dans votre maison. C'est parce qu'il n'y a pas de développement d'immobilier dans notre pays. Ce qui s'est développé dans nos Afriques actuellement, c'est les élections. Toujours des élections, financer des élections, penser aux élections. Futur, c'est ça. Donc, c'est ça ce qui se passe. Mais nous avons la capacité aujourd'hui de faire développer notre pays sans les élections, ou bien sans même, comment dirais-je, les grandes universités déjà construites. Les universités qui sont déjà construites forment plus de personnes qui sont à l'extérieur. Beaucoup de Togolais sont à l'extérieur et que nous ne gagnons pas. Nous formons des gens avec nos sous et ces personnes sortent du pays pour aller exercer quelque part et ramener des fois des sous. Aujourd'hui, on parle de la décentralisation, ce qui est une bonne chose au pays. On parle de la décentralisation, tout le monde est content. Et l'Allemagne finance plus la décentralisation au Togo que la France, tout le monde le sait. Et alors, pourquoi on ne peut pas copier auprès de l'Allemagne? L'Allemagne n'exige rien. Après le CEPD, vous pouvez vous inscrire dans une école de formation technique en Allemagne, sortir avec un BPC technique et vous allez travailler dans une usine. Il ne demande pas des grandes universités. Tout le monde connaît mon histoire. Tout le monde connaît mon histoire. Je suis formé ici au Togo avant de partir vers Fribourg. C'est le canton entre l'Allemagne et la Suisse. Mais c'est extraordinaire. Hein? Vous allez exercer là-bas. Lorsque vous êtes en train de travailler, c'est-à-dire d'être formé, si vous êtes excellent, on vous appelle automatiquement pour aller travailler dans des usines. Voilà. Parce que la main-d'œuvre est là. Et puis, ils veulent des excellents. Noirs ou blancs, vous allez travailler là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous revenez au pays, vous avez la fougue. Vous voulez travailler. Lorsque vous amenez vos diplômes quelque part, on vous fait un contrat d'1 an et puis c'est fini. Et vous partez chez vous parce que on ne veut pas que vous imposez vos lois, on ne veut pas que vous conseillez des choses, mais au niveau de la mer, on vous dit d'aller acheter des fers pour travailler. Vous dites non, on vous dit que qu'est-ce que vous avez? On fait ça toujours ici. Mais c'est du calva, c'est ça. Ce que vous conseillez, c'est comme si, donc, nous sommes obligés. Comme tu fais le connaisseur, donc on te range. Non, mais c'est ça ce qui se passe dans le pays. Il faudrait que chaque fois que nous essayons de parler de certaines choses, il faudrait dire que l'État doit penser tout d'abord à construire son pays. Et ne pas construire des partis politiques, et comment former des gens. Construire son pays. Il y a un Béninois qui nous disait hier seulement, M. Padé, toi tu vas souvent au Bénin, que Talon est en train de construire véritablement son pays et qu'il aurait demandé déjà 250 hectares au niveau de Alada pour construire un grand hôpital, non, un centre commercial sur 250 hectares où les Africains viendront même s'approvisionner en produits locaux, mais également en produits importés de la Chine, etc. Des Chinois seront là-bas, des Africains, des Béninois seront là. Ce sera un gigantesque centre commercial. J'ai appris également qu'il a trouvé à un endroit au niveau de Calavi, je crois, pour construire sur 250 hectares également une grande université. J'ai appris également qu'il est en train de voir comment construire un aéroport de standing international sur 250 hectares. Je me rappelle, sur ORTB, je l'ai suivi, il était allé à Dakar pour voir le nouveau aéroport de Dakar pour le reproduire au Bénin. À Glodigbé, précisément. Je suis en train de tromper la population ou bien... Non, mais les bases sont déjà tombées. Je vais dire quelque chose. Cet homme, c'est un homme pragmatique. Quand nous parlons aussi des formations, aujourd'hui, je ne sais pas, au temps du Covid, il a envoyé une dizaine, une vingtaine de jeunes dans les pays européens. Oui, pour se faire former sur des thématiques propres en technicité. Et quand ils viennent, aujourd'hui, quand on parle de l'école supérieure d'agronomie au Bénin, il paraît que quand tu rentres aujourd'hui, on te donne un domaine que tu dois cultiver chaque an. Il faut sortir le maïs là-bas. Hein? Oui, tu dois développer une expérience sur un produit, tu dois choisir un produit. L'université. Tu dois choisir un produit et développer le produit. Et c'est ça, durant tout ton culture, c'est ça qui va servir de ta thèse, de ta thèse de mémoire. Donc ça veut dire, quelque part, il faut que nous repensons vraiment. Bon, le monsieur, il a de grands projets. J'ai appris également pour cette université qu'il veut construire aujourd'hui.
sur 250 hectares, qu'il aurait envoyé 3000 jeunes béninois pour se faire former. Ils sortiront d'ici peu avec leur doctorat, tout ça, pour devenir des enseignants qui vont encadrer les jeunes là-bas, et ils voudraient des filières beaucoup plus scientifiques, pragmatiques, là, dans cette université. Voilà comment les gens pensent au futur. Non, il faut dire que le gars, il a de l'ambition, et tout ce qu'il dit, je pense, moi, à mon humble avis, qui je l'attends la parole, s'il dit que c'est du bluff, et il ne se lève pas. Quand il dit qu'il a le domaine, c'est qu'il a le domaine. Et souvent, vous voyez, ces projets sont... Et je me rappelle quand il a mis en place le projet Asphage pour faire truc là pour les trucs, les gens sont criés, mais aujourd'hui c'est devenu une réalité au Bénin. Donc, c'est de ça que nous avons besoin en Afrique. Il faut que nous pensions. Si on a programmé le sujet élection au Bénin. Il faut compléter ce qu'il dit. On n'a pas tant de faire de la campagne. Non, non, du tout, mais c'est quelqu'un que moi j'aime pas, mais sur le plan pragmatique, selon sur les informations, il est bon et il veut développer son pays. Il ne veut pas cette histoire de la France-Afrique, la France place quelqu'un, la France ne veut pas placer quelqu'un. Pour lui, il veut rester et développer son pays pour son deuxième mandat et il se prépare. Tu vas souvent entendre la TP au Bénin. Je voudrais compléter ce que dit M. Padé. Oui. Avant, il y a quelques années, pour aller à Fidjirosé, il y avait deux possibilités. Soit il faut passer par Agla, avant d'amorcer le pont, comment ça s'appelle, juste avant le stade de Kounou, ou arriver jusqu'à Carrefour CFAO pour piquer en direction de Kadjaoum et redescendre sur Fidjirosé. Mais aujourd'hui, on peut facilement passer par Akogbato. Akogbato, que moi j'ai connu dans les années, quand il y a eu grève dans ce pays-là, en 1992, j'ai connu Akogbato, c'était un quartier indésirable, mais on ne pouvait pas. Quand les nuages se forment pour une pluie, c'est que des quartiers comme Ologede et Akogbato, c'est des gens, ils disent que c'est la mort dans l'âme. Il n'y a rien à faire. Mais aujourd'hui, j'étais à Cotonou il y a quoi? Il y a 1 mois, 2 mois. Un des temps, 3 mouvements, je me suis retrouvé au ministère de l'Agriculture. Je me demandais, je dis, mais attends, c'est pas ce quartier crassé où on passait, où il y avait de l'eau partout là? Non, comme dirait l'autre, le développement de la route, non, le développement, comme on dit, la route du développement passe par le développement de la route. Oui, la route du développement passe par le développement de la route. Je prends la grande voie qu'on appelle la route des pêches. De Fidjirosé, depuis la surface Erevan, on se retrouve facilement à Ouida. Et on vient de lancer la suite. On se retrouve à Grand Pau. Bon, maintenant. Par la plage? Bien sûr, la route des pêches. Waouh. Mais aujourd'hui, par exemple, je me rappelle, il y a des années, pour aller à Vlos, c'est que tu dois marcher à pied. Ouais. Mais la dernière fois, j'étais à un enterrement et on me disait que pour aller à Vlos, aujourd'hui, tu prends ton véhicule, tu es à Vlos. On a construit une route sur la plage. C'est la route des pêches. Oui, j'ai entendu parler de la route de bois là. Vous ne pouvez pas. Oui, tu ne pourras pas. Maintenant, c'est cool. Je vois les yeux du technicien qui sont Voilà, c'est des réalisations des fois qui vous donnent l'impression. Est-ce qu'il va te donner ma simple question? Quand nous avons programmé ce titre, je me demandais à vous poser cette question. C'est une leçon de gouvernance qu'il est en train de donner à ses pairs des pays francophones d'Afrique, parce qu'on sait que les pays anglophones sont développés plus que les pays francophones d'Afrique. Mais pourquoi ne pas dire que c'est une leçon? C'est une réalité. Il est en train de poser des actes qui peuvent, n'est-ce pas, citer en exemple. Automatiquement, c'est une leçon. Donc il faudrait que... il a fait 5 ans, je crois, bientôt 5 ans ou bien. Oui, 5 ans, il est en train de boucler. Voilà, bientôt 5 ans. Nous avons aussi fait 5 ans au Togo ici. Nous sommes vivants. On était là lorsqu'il faisait les élections. On était là lorsqu'on avait fait des élections. Voilà, on a fait des élections au Togo ici. Est-ce que, bon, je crois que le Togo peut faire des efforts, mais ce que le gars est en train de faire là-bas, ça crève les yeux positivement. Seulement sa gestion par rapport au Covid n'est pas bonne. Il ne peut pas être excellent dans tous les domaines non plus. Pour dire quoi? Moi, je dirais que c'est plutôt une question de volonté. Non, moi je vais parler du développement. Oui, je parle de ça. La leçon que donne aujourd'hui. Je parle de ça. Pour moi, c'est pas une leçon. C'est plutôt un rappel de volonté politique. Parce que ce sont les politiques qui sont aux affaires. Il faut qu'on se décide. Qu'est-ce que la population? De quoi a-t-on besoin? Je me rappelle, j'ai eu la chance d'assister à son discours qu'il a traité de le PAG, le programme d'action gouvernementale. J'ai eu la chance aussi de participer au séances. C'est ça, le synonyme. Comment? Ok, j'ai eu la chance aussi de participer aux séances de travail au niveau du ministère de la Culture sur la stratégie pour développer la culture. Aujourd'hui, les écrivains gagnent.
Les écureuils vont au front à armes égales avec les équipes, ce qu'on appelle les grandes nations de football. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une volonté. À un moment donné, on s'est dit, il faut qu'on mette en place une politique, et derrière cette politique, il faut une stratégie qui va avec. Et ça gagne. En termes de culture, aujourd'hui, mes copains burkinabés, mes copains béninois sont sur les grands festivals au monde. Ils sont dans les tournées. Ah ben, le confrère Ernest Rodanou-Saï est avec nous, je crois, également intéressé par le débat. Ernest Rodanou-Saï, votre avis sur la question? Oui, Tony, tu venais de le dire, nous ne sommes pas en train de faire la campagne à Patrice Talon, qui lui-même a allié des prénoms français, mais qui n'a jamais accepté que les Français soient derrière ou d'un côté de son pays. Il n'a pas voulu prendre de leçons auprès des Français, quitter les guildes, les chefs d'État, il ne veut pas de ça. Mais qu'à cela ne tienne, et c'est ce que nous voulons pour l'Afrique. On veut une Afrique émergente, une Afrique francophone surtout émergente, sans l'ingérence du colonisateur. Et c'est ça qui fait que on nous impose des dictatures comme on ne veut rien faire. Alors, lorsqu'on vous impose une manière de faire, vous ne pouvez jamais vous développer. Et c'est ça. Et quand vous voulez comparer ce qui se passe à l'Est, par rapport à ce qui se passe au décembre de 8, mais c'est le jour et la nuit. Il suffit de traverser même la frontière à Guinée-Conakry. Quand tu quittes Saint-Vicondi et tu rentres à Guinée-Conakry déjà, tu vois que c'est le jour et la nuit. Bon, si ce n'est pas aujourd'hui, on est en train de faire du saupoudrage, un peu de choses là, mais rentrer et voir ce qui se passe là-bas. Alors maintenant, par rapport, il est bien vrai, vous avez dit tout à l'heure que il ne peut pas être excellent en tout. D'accord. Mais je pense que ce que lui fait, je n'ai jamais vu un ministre béninois. C'est rare, hein, il le faut, mais c'est rare que sur l'instruction du chef de l'État, on a pris des mesures. On prend toujours des mesures au Togo, mais on ne couche jamais la vie. Mais au Bénin, quand on prend des mesures, on voit la vie qui est cousue. Donc, voilà la différence. Voilà la différence. Et nous ne parlons même pas des pays anglophones d'à côté. Et M. Paté disait quelque chose tout à l'heure, qu'aujourd'hui, il faut orienter la formation des citoyens, une formation professionnelle, de prise en charge, d'auto-prise en charge. Et c'est ça qui nous manque, parce qu'on veut toujours copier la France, la bureaucratie partout. C'est ça. Mais est-ce que la politique éducative est allée en ce sens? Non. Parce qu'on nous apprend, ce qu'on nous apprend, c'est que quand tu sors là, tu dois rester au bureau. Et pourtant, eux-mêmes, ils crient. Vous criez autre chose. Dans l'action du gouvernement et sur le terrain, en politique éducative, vous faites autre chose. Comment voulez-vous que les citoyens que vous formez, qui aujourd'hui, la plupart sont devenus des conducteurs des émigrants, la plupart sont devenus des agents de sécurité dans les agences de gardiennage, tout ça là, comment voulez-vous que ces citoyens-là puissent se prendre en charge pour développer le pays? C'est pas possible. Alors, si un chef d'État le fait, la question que moi je pose est de savoir, est-ce qu'il ne peut pas copier chez le voisin? Est-ce qu'on ne peut pas copier ce qui est bon pour le copier? Mais chez nous, de l'autre, c'est ce qui est mauvais. C'est ce qui est mauvais que nous copions pour venir plâtrer chez nous. Et c'est ça le mal. Donc, moi, je tiens, c'est pas de raison pour soutenir M. Patrice Talon dans excusez-moi, dans les bêtises politiques. Mais je dis, le gars, il en fait. Et ceux qui l'ont précédé également l'ont fait. Et c'est pas pour eux qu'on dit que c'est au bout de l'ancienne qu'on tisse la nouvelle. Et il le fait. Et on a vu la gouvernance de Soglo, on a vu la gouvernance de Mathieu Kérékou, on a vu la gouvernance de Yahi Boni. Et lorsqu'il y a alternance, c'est les conséquences de l'alternance dans un pays. Lorsqu'il y a alternance, chacun s'évertue pour faire mieux. Ça se croira que quand l'autre va arriver, qu'on puisse les comparer pour savoir qui a mieux fait. Et ça se passe totalement au garant. Mais chez nous, les mêmes personnes qui sont là, ils s'en foutent parce qu'ils savent qu'ils ne sont redevables à personne. Voilà les réalités. Donc il va falloir que tout d'abord nous-mêmes, citoyens, qu'on prenne conscience que cette manière de faire là, nous-mêmes, c'est nous qui accompagnons le régime dans ce sens-là. C'est nous qui les accompagnons. Et tel on laisse son lit, tel on se couche. Merci pour cette conclusion et la suite. Je crois qu'on va se retrouver sur ta proposition. Nous sommes en train de déballer ce sujet. On ne touche plus à d'autres sujets. C'est donc très important l'éducation. Et puisqu'on parle d'éducation, il y a de l'AIT également qui est entré en ligne tout à l'heure. On va le prendre d'un moment à l'autre. Mais je voudrais parler juste dans le secteur éducation toujours. Bon, M. Padé, excusez-nous, on va prendre pour 5 minutes. Je sais que votre cabinet vous attend. Là, on va faire la parenthèse. Vous êtes en train donc vous avez lancé au nom du conseil municipal là-bas qui vous ont appelé pour le processus de renouvellement des CVD et dans la commune LAC 4. Faites-nous le point, où est-ce que vous en êtes? Ok, merci Monsieur Tony. Dans la commune LAC 4,
je pense que nous sommes pratiquement à la fin de la mission. Et sur les 22 villages que compte la commune. Vous permettez, souvent j'aime donner la priorité à ceux qui nous appellent de loin. Alors, Delaïté, bonsoir. Bonsoir, Thierry. Tony, bonsoir et bonsoir aux confrères autour de cette table pour le secte de journalisme. C'est le salut sportif. Alors, très rapidement, vous voulez nous parler un peu d'état des lieux du sport au Togo aujourd'hui, à la veille de la reprise du championnat? Oui, Tony, il faut dire que depuis quelques jours, un soleil brille sur le sport togolais. Bref, les champions, les compétitions nationales, il faut dire que cette semaine, le secrétaire général de la Fédération togolaise de football, M. Chris Daki, avait sorti un communiqué qui explique que la Fédération togolaise de football exige à tous les clubs de D1 et de D2 à mettre à la disposition, à mettre sur pied un staff médical qualifié, et il exige à tous les clubs de D1 et de D2 à souscrire à une police d'assurance. Donc, Tony, il faut dire que pour la nouvelle saison qui s'approche, chaque club doit avoir un staff médical qui se compose comme sur un médecin, un kiné, un podologue, un diététicien, un dentiste, un psychologue. Donc, à cet effet, la Fédération togolaise de football est motivée par l'article 28 des règlements de la Fédération togolaise de football. Donc, Tony, petit à petit, nous nous approchons à un championnat semi-professionnel. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, par rapport à certains transferts au départ et arrivée, une idée? Oui, Tony, il faut dire que ce n'est pas seulement en Europe qu'on constate les transferts, les départs et les arrivées. Aujourd'hui, au Togo aussi, on constate ces mouvements. Le dernier en date est nous au club Kosibi Matin, le joueur des requins des lacs Bolossou a quitté la Manche du Togo pour Cloto. Il a posé ses baluchons du côté de Gomido. Donc, il faut dire que depuis l'ouverture du marché de transfert, les choses se battent sur le marché, à l'instar de Asko de Kara, Aseka, Gomido de Palimé, qui anime vivement ce marché de transfert. Aseka qui avait recruté 3 internationaux, U20, Asko qui avait recruté certains joueurs venus de l'étranger. Donc il faut visiblement, nous dirigeons vers une saison qui sera très coriace au niveau des clubs. Et c'est ce que nous voulons et que le public sera également satisfait, tout comme nous. Parlons de la CAN U20 en Mauritanie. Bonne santé de la formation ghanéenne, mais hier, il y avait un match nul entre le Burkina Faso et le Maroc et on a constaté quand même avec... non, je crois que le Maroc avait gagné. Le Maroc avait gagné, on observe sur un but à un penalty obtenu suite à une faute d'un défenseur dans la surface de réparation. Tony, mais il faut... Ce penalty était un cadeau, hein? Oui, très cadeau, parce qu'il avait touché la balle par la main. Non, on n'a pas touché la balle par la main, plutôt par la poitrine. C'était un cadeau que l'arbitre saoudien et soudanais a offert à l'équipe marocaine. Bon, tant mieux. L'arbitre est le seul juge du terrain. Tout à fait. Mais en ce moment, le Cameroun affronte l'Ouganda, on n'a pas encore le score à la fin. Oui, exactement. Mais il faut signaler que le Ghana, les plaques satellites, nos voisins d'à côté ont fait belle sensation hier face à la Tanzanie. Ils ont battu cette information de Tempesta sur un score de 4-0. Il faut dire que l'attaquant ghanéen Precious Bois a fait un doublé, il a mis un doublé pour porter le score à 4-0 enfin de partir à la 88e minute. Donc, Tony, hier, on a bouclé la première journée des poules. Il faut dire qu'en tout, 10 buts ont été marqués, soit une moins de 1,66 buts par match. Et l'attaquant ghanéen Precious Bois est l'actuel meilleur buteur de cette CAN avec 2 réalisations. Il faut signaler aussi que la Mozambique, la Tanzanie présente 4 buts parce qu'il a encaissé 4 buts au niveau chez les Ghanéens. Donc il présente une défense moyennement
est faible. Donc, aujourd'hui, vous l'avez dit, le Cameroun est face à l'Ouganda et pour une place, le Cameroun cherche une place en quart de finale, tandis que la Mauritanie est battue d'entrée par le Ghana, le Cameroun 1-0, doit se relancer dans cette compétition. Donc il joue tout à l'heure à 19h contre la Mozambique. Mais j'ai regardé hier le match Burkina Faso-Tunisie, c'est de ce match je parlais 0-0, avec une équipe tunisienne très faible. Humiliation du Barça à domicile, 1-4 par le Paris Saint-Germain. Oui, Tony Maxel, ce n'est pas arrivé depuis 1997 où le FC Barcelone a été battu à domicile par un club étranger au Canou. Donc hier, le Paris Saint-Germain est très diminué avec l'absence de Neymar et de plusieurs cadres. On allait tenir la tragédie haute et on allait humilier cette équipe barcelonaise à domicile avec un triplé du virevoltant attaquant Mbappé. Il faut signaler, Tony, qu'il est le premier joueur à marquer un triplé au Camp Nou depuis le 4 novembre 1997. Et vous savez qui avait réalisé cet exploit? Le joueur Andriy Shevchenko, c'est lui qui avait réalisé cet exploit. Donc Mbappé le suit immédiatement. Donc depuis ce matin, la presse espagnole s'enflamme pour le joueur français. Si nous prenons le journal proche du Barcelone, AS qui titre Ouragan Mbappé, cela veut dire que l'ouragan Mbappé. Voilà, donc merci pour toutes ces informations. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour 2 aventures sportives. Merci Tony, on se dit à mercredi. Délaïté, en direct de TV, merci infiniment. Alors, nous nous consacrons maintenant à la commune Lac 4 avec M. Padé, le directeur du cabinet Domaine Service. Voilà, qui est dit, renouvellement des CVD. Vous avez dit que vous êtes pratiquement en train de finir le travail. Oui, on est pratiquement en train de finir le travail parce que sur les 22 villages que compte la commune d'Enfouin, 21 ont renouvelé leur CVD. Et le lundi sera consacré à la mise en place du bureau communal. Voilà en fait le résultat dans la commune Lac 4. D'accord. Alors, Lac 2, il y avait tous les bureaux CVD qui avaient été installés, mais entre-temps, la mairie et le même service sont entendus pour remonter carrément des CDQ dans la grande ville d'Aklakou. Est-ce que c'est déjà fait? Oui, bon, dans la grande ville d'Aklakou, oui, et le travail est en train. Je pense que le vendredi prochain, il y aura Focus Group à Noblo-Comé. Et il y aura également Focus Group dans un second quartier. Il y aura élection à Péda-Comé et à Lada le vendredi prochain. Et je pense que si ces élections se déroulent bien, c'est que la semaine prochaine, le travail sera fini également dans les Lac 2. Pour Lac 2. D'accord. Je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à ajouter par rapport à la mobilisation qui se passe aujourd'hui dans Lac 4. Bon, si j'ai quelque chose à ajouter, c'est d'inviter les CVD, les CDQ à faire leur assemblée générale ordinaire telle que les textes le prévoient, que, au fait, et que les gens voient qu'on ne le faisait pas avant. Si les gens ne le faisaient pas avant, c'est le non-respect des dispositions juridiques qui les régissent. Maintenant, étant donné que nous sommes dans une nouvelle ère de la décentralisation et que le développement est désormais réellement la base, il faut que nos organisations communautaires s'inscrivent dans la légalité, dans la légitimité pour pouvoir bénéficier des appuis des partenaires. Merci beaucoup. Alors, nous allons revenir à nos moutons, comme on dit, Togolatier qui a été enseignant, notre ami Padé enseignant qui enseigne tout le temps. Alors, nous parlons d'éducation et vous êtes en train de dire en même temps qu'il faut savoir quel type de profil de Togolais nous voulons former. Est-ce que dans 5 ans, nous voulons que le Togo soit industrialisé? Est-ce que le Togo soit mécanisé en agriculture? Est-ce que nous voulons développer les industries? Est-ce que nous voulons construire les routes, que ce soit les Togolais qui les construisent? Parce que quand vous prenez un exemple très simple que moi j'ai vécu, en 2003-4, il y avait la réhabilitation, la voie Ngotien à Tapamé. Il y avait un blanc qui était le directeur national de Satoum, qui est une entreprise française. Puis après, son agent était un Bassar togolais. Très, très intelligent, plus diplômé d'ailleurs que le Yovo. Mais entre-temps, le Yovo a été muté en Guinée et le Togolais a pris les rênes. Il a tellement dirigé qu'il voulait démissionner, mais les Blancs ne voulaient pas qu'il démissionne.
Et il a dirigé ses travaux. Et ailleurs, il a été buté, Burkina, Mali, etc. pour gérer les travaux de l'entreprise. C'est un ingénieur fin. Et ça veut dire que nous devons toujours former nos ingénieurs, comme l'a dit Yves, et les jeter en pâture à l'étranger. Et ça ne profite pas au Togo. Regardez un peu les routes qui sont en train d'être construites au Togo aujourd'hui. La double voie Lomé à Néron. Quand il y a deux entreprises, il y a un chinois et puis il y a Soroubat qui travaille d'Aléro jusqu'à Togoville, Togo-Kone. Vous ne verrez pas des entreprises de connotation togolaise. On a vu Seco BTP, on a vu un peu comment cette entreprise a fini en miettes. Qu'est-ce qui se passe-t-il? On ne peut pas mettre en valeur les gens, les Togolais qui ont été formés dans de grandes écoles et qui connaissent leur boulot. Il faut rajouter à comment s'appelle l'autre société, Seco BTP qui a disparu là, qui est parti. C'est de ce que je parle. Justement. Il faut rajouter. Moi, quand je suis arrivé au Burkina Faso dans les années 88, on parlait de génie militaire. J'avais jamais compris ce français. Je me demandais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je connais génie civil, je connais pas génie militaire. Et quand je suis allé aux infos, on m'apprenait que voilà, c'est cette branche de l'armée qui fait les travaux, qui fait les ponts, qui fait les routes, qui fait ceci, qui fait cela. Et il y a une bonne partie même de l'armée burkinabé qui fait de l'agriculture aussi. Donc voilà, quand il y a des termes, il y a des expressions qui manquent à notre langage de tous les jours, ça veut dire que les besoins sont là, mais nous n'arrivons pas. Il y a le génie militaire au Togo. Rappelez-vous, c'est le génie militaire togolais qui a pavé la voie GTA à Guadeloupe-Dogan. Et quand vous prenez cette voie-là, à la fin, vous allez sentir. Vous aviez donc chapeau bas au génie militaire alors. C'est très bien. C'est vraiment très bien. C'est l'expression qui fait que je cherchais. Non, donc du coup, il faut dire que oui, une chose est de former, une autre chose est de pouvoir occuper et employer ces gens-là qui sont formés. Maintenant, quand je reviens à la formation, comment est-ce que les gens même sont formés? Ils sont formés par rapport à quels besoins? Tu l'as bien dit, pour planter le décor. Quels sont les besoins? Comment nous arrivons à pourvoir à ces besoins? C'est ce qu'il faut voir. Il ne faut pas former parce qu'il faut former. Aujourd'hui, je me raconte, je disais tout à l'heure, nous sommes dans une préfecture, nous sommes à Néron, Vitry Centenaire, 2 fois capitale. Culturel et machin. Il n'y a même pas un seul centre culturel. Quand je suis arrivé franchement à Néron, c'était le combat. J'écoutais les jeunes d'Anéron, les cadres d'Anéron qui faisaient les pieds et les mains. Ils allaient à Lomé pour voir les cadres, pour pouvoir reconstruire le centre culturel derrière, puis charitaire. Ce centre est là jusqu'à ce jour. Qui est parti de ce chantier est devenu une forêt de je sais pas quoi. Un grand centre. Un grand centre. C'est devenu une forêt de caca. Tu aimes être tout droit, tu restes comme les bicyclettes de Ouaga. Donc c'est ça dans ce que nous vivons dans notre pays. Et ça va changer quand même. Aujourd'hui, je crois que les communes doivent être ambitieux. Surtout nous qui sommes des citoyens, on doit approcher les conseillers pour les faire des propositions, des suggestions pour que l'ambition que tout le monde a soit réalisée au moins au niveau local. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas attendre tout de Lomé qui est centralisé là-bas. On peut avoir aussi certaines relations, on peut avoir des amis quelque part et pour, n'est-ce pas, créer ce que nous voulons sur place. Mais donner à la population l'opportunité de créer, c'est-à-dire c'est l'État qui devait enclencher cela. C'est l'État qui devait le faire, c'est impératif. On ne peut pas venir ici doter à Néron des HLM sans que l'État ne soit au courant. Je me rappelle que il faudrait que l'État essaie de déclencher ou de déchaîner l'espoir de cette nation. Quand le chef de l'État était venu en campagne présidentielle à la place d'Anéron, derrière la mairie, il avait dit qu'il va doter la ville d'Anéron d'un port de pêche. Voilà. Et finalement, c'est le port de pêche de Lomé-Katanga qui a été construit à hauteur de 5 milliards de francs CFA sur financement du peuple japonais. Est-ce que ça veut dire quand même que c'est fini pour Anéron, un petit port de pêche ne viendrait pas? Je vous assure, c'est pas plus tard qu'avant, c'était hier, non?
il y a des amis, mardi, voilà, et des amis sont venus vers moi et ils m'ont dit, mais c'est presque Vridi Canal, ce que nous voyons là-bas. C'est-à-dire, on était parti au niveau de Oasis pour aller se restaurer là-bas. Mais les gens s'étonnent que durant 60 ans d'indépendance, ça n'a jamais été fait. C'est des ambitions que l'État doit prendre à bras le corps. On ne peut pas le faire avec des technologies avancées, on peut le faire manuellement, parce que c'est pas si profond. On peut, n'est-ce pas, qu'on va désensabler notre lagune ici, et que le bateau de on va prendre Justin Anani au téléphone. Bonsoir Justin Anani. Bonsoir Tony, Marcel, Tony, bonsoir tous les confrères autour du plateau. Bonsoir Ernest Daï, là où il se trouve. Oui, exactement. Je sais que tu nous suis depuis un moment. Est-ce que tu as une réaction avant qu'on ne parle justement de ce comité qui voudrait qu'on libère les détenus politiques au Togo? Non, il faut quand même dire que tous les sujets que vous avez eu à débattre cet après-midi sont tellement intéressants. Parce que l'organisé a rendu l'évolution même de la situation, la gestion qui est faite du Togo aujourd'hui. Il est le cadeau de se poser ces questions où nous allons. Maintenant, si on annonce la création pour la construction d'une université à Palimé, la question de savoir quels sont les cultures qui seront quand même développées. Et vous prenez l'université de Lomé aujourd'hui, les problèmes sont là. L'université de Kara, les problèmes sont là. Vous racontez les enseignants-chercheurs, les moyens ne sont pas développés. Maintenant, où est-ce que nous voulons aller dans 5 ans, dans 10 ans? Là, c'est une question de prévision. Lorsqu'on veut gouverner, donc il faut quand même prévoir. Je pense que les péripéties que nous avons traversées dans ce pays, le Togo, en commençant par le président d'État, en écartant les nationalistes de la gestion du pouvoir, a fait un tort énorme à ce pays. Maintenant, les luttes successives que le pays aussi a été connues, aujourd'hui les résultats sont là. Maintenant, moi, je reste un peu sur ma soif et je me pose beaucoup de questions. Et la TP venait de me dire, quand vous allez aujourd'hui à Cotonou, la voie qui mène à Idjouster, ou que ce soit à Gla, ou derrière dans l'autre côté au niveau de Réville, vous allez vous poser beaucoup de questions. Dans l'intervalle de 5 ans, quelle alchimie Talon a pu faire tout ça? S'il n'a pas pu réussir au plan social en tant que tel, il faut serrer les ceintures. Au moins au plan politique, il a su quand même écarter d'une manière ou d'une autre, mais économiquement aujourd'hui, il a pu quand même poser les jalons. Maintenant, c'est qui ont fait au-delà de 5 ans, ou que la sous-région aujourd'hui, il faut quand même dire que les pays évoluent. Je ne voudrais pas quand même dire que les efforts ne sont pas faits au Togo, les efforts sont faits. Mais dans quelle dimension? Dans un pays où la corruption est de taille, où tout est mélangé ici et là, on exprime son indépendance. Voilà, merci à toi Justin Anani. Je crois que tu nous reviendras. Il y a également la ligne qui n'était pas trop nickel. Merci beaucoup. Nous étions donc en train de parler d'un sujet. Je me perds dans mes papiers. Hein. Oui, il parlait de Vridi Canal, il parlait voilà, Canal, donc Canal, on peut, n'est-ce pas... J'ai lancé le sujet un petit port de pêche. Voilà. Donc, Vridi Canal peut être copié ici parce que nous avons l'embouchure. Et cette embouchure peut décongestionner le port de Lomé en bateau, parce que les bateaux peuvent passer par Anéro et rentrer au niveau lagunaire. Si ça a été désensablé correctement, ça peut nous apporter du sou, ça peut aider le port marchand de Lomé à se développer. Le port de pêche peut, n'est-ce pas, se développer vers Anéro, et là il y aura plus d'espace et Anéro sera tellement vivable si nous avons l'ambition pour notre pays. Parce que Anéro a beaucoup de chances de réussir si l'État togolais veut sincèrement nous aider et aider sa population. Parce que la société navale, s'il faut le dire, ça peut se créer aussi à Anéro ici. Et cette société navale va donner beaucoup de professions à nos pêcheurs et à nos jeunes qui veulent s'aventurer dans ce domaine. Parce que nous avons tout ce que Dieu nous a donné devant nous. Merci pour le moment. Oui, je complète. Oui. Tony posait une question. Le chef de l'État a fait une promesse de port de pêche. Le port de pêche se retrouve à comment tu l'appelles, à Katanga. Le chef de l'État, il est là.
Ben, le port de paix de Katanga existait depuis. Et pourtant, il a fait la promesse également. Justement, le chef de l'État est toujours là et la promesse demeure toujours une promesse. Donc, je crois savoir qu'il viendra honorer ses engagements un jour. Voilà. Donc, un jour bientôt. Comme dirait l'autre, nous sommes dans l'attente d'une suite favorable. Bientôt, ça va se faire et c'est pourquoi je traçais le plan. Justement, Freddy Canal. Donc, ça peut se confier à Néo aussi. Voilà, je crois que... Oui, allez-y. Oui, je voudrais chuter en disant que, Dieu merci, aujourd'hui nous avons les communes et nous avons la chance d'avoir un maire ambitieux qui se donne les moyens de ses ambitions aussi, qui essaie de tenir le coup parce que ce n'est pas facile. Parce qu'il y a plusieurs années qui sont passées, on a attendu, on n'a rien vu. Je ne suis pas là pour rendre compte de son mandat, mais j'ai foi et je crois sincèrement que ça se passe bien et ça va continuer ainsi. Qu'est-ce qui se passe bien? Ben, on est en train de changer. Ah, d'accord. On est en train de changer. Tout le monde a constaté ça. Il y a Justin Anani qui revient. Alors, Justin Anani, rebonsoir. Il y a le comité pour la libération des détenus politiques qui a tenu conférence de presse hier. Le comité est dirigé par le professeur David Dosset. Beaucoup se disent, mais par rapport à la société civile, David Dosset prend le devant de tout. Qui trop embrasse mal les trains. Est-ce que ce n'est pas ça, ou bien il est lucide dans tout ce qu'il fait? Bon, je ne sais plus dire, parce que d'abord, si vous permettez, je suis en disant que tout ce que nous avons eu à développer ce soir, c'est une question de volonté politique. Donc, si les gouverneurs qui sont en place, ont cette volonté, je pense que ça les aura venir, quand même aussi améliorer le projet des Togolais et pourquoi pas le plan de développement qui compte la discipline. Maintenant, par rapport à ce communiqué, je pense que c'est également une question de volonté. Parce qu'il y a certains qui ont choisi le camp, aujourd'hui, qui sont dans l'opposition, il y a d'autres dans l'entourant. Et qui va la structure de fonctionnaire de la démocratie. Donc on ne peut pas vouloir que ce soit le professeur de serre qui fait partie du Front citoyen Togo debout. Aujourd'hui, c'est la une coalition, je dirais, parce que ça regroupe les organisations de la société civile et des partis politiques. Donc ce nouveau comité qui a pour rôle de premier objectif la libération de tous les prisonniers politiques du Togo. Donc a présenté un mémorandum hier, un mémorandum qui retrace les circonstances dans lesquelles donc, les acteurs politiques, les militants de l'opposition ont été arrêtés et beaucoup sont en détention aujourd'hui, anciennes sont militaires. Et en dehors de ça, ceux qui sont en détention et pour rien du tout. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'on a eu à parler de ces membres-là d'un mouvement appelé Taïda. Donc, les attaques politiques ont pu arrêter dans le temps, notamment Brigadier et Joseph Sira, et également tous ceux qui, à un moment donné, ont manifesté leur ras-le-bol vis-à-vis du pouvoir, dont les arrestations ont eu lieu, et certains ont été libérés, et d'autres en droit de détention. Le cas du pasteur Esaïe et de Pokopou aussi est là. Donc, le mémorandum retrace tout ça. Il estime que c'est le début d'une nouvelle mobilisation et qui ne va pas s'arrêter à leur niveau, au plan national non plus, mais qui concernerait la diaspora, la communauté internationale, et au-delà de tout ça, on verra ce que ça va donner. Le principal mot d'ordre ici, c'est d'exiger la libération de tous ces prisonniers politiques qui sont dans les détentions, une centaine, disons. Et sur la base de cette démocratie, il va falloir également que le pouvoir arrive à attendre raison et libérer les gens. Et surtout qu'aujourd'hui, l'atmosphère politique semble un peu détentée, on parle de questions de développement et de la gouvernance autrement, annoncée par la première dame, la ministre, Madame Koubé. Donc je pense que sur ce plan-là, on ne peut pas accuser David Dosset ou d'autres amis qui sont politiques ou d'autres également qui font partie de ce comité. Mais il faut quand même rappeler qu'il y avait eu un comité qui était créé dans un premier temps. Lorsque Mme Adamakouri comment on l'appelle, Joshua, a été arrêté, le comité ad hoc a eu à travailler. Aujourd'hui, après que ce comité qui a vu le jour avec ces organisations politiques. Donc, on peut quand même dire que c'est pas des remises, on verra dans les jours à venir, ça va donner. Merci. Alors, juste une dernière question, chers confrères. Parlons du Bénin maintenant, le dossier Bénin même. Est-ce que les réussites, les réalisations de Talon parlent pour lui? Il va gagner haut la main la présidentielle du 21 avril prochain? Non, ce qui est sûr, quand vous analysez la situation du Bénin aujourd'hui, les deux sont déjà quittés. Talon n'a pas un adversaire de taille devant lui, donc on sait comment ça se passe. Il a eu à écarter et pas des acteurs juridico-politiques.
à écarter les activités potentielles. Donc, Sébastien Adjabou, je ne fais pas de la partie. Il y en a des discours qu'on a connus en 2016. Je me rappelle que j'étais à Cotonou. Beaucoup pensaient que Rekia Madougou, qui est conseillère de Faure Gnassingbé, serait un bon candidat, mais il a réussi également à l'éliminer. Oui, je dis que c'est quand vous prenez le test, ou les tests même de ce pays, avec ce qui est cette histoire de parrainage, avec ce qu'on a vu à Sandra Alcé, mais il y a lieu quand même de dire que, évidemment, les statistiques ne veulent pas risquer. Dans un premier temps, il a annoncé à faire un mandat. Et après que les institutions sont payées pour le soutenir, et tout ce qu'on a vu entendre également au Togo, on a vu également de l'autre côté de la frontière au Bénin. Donc c'est quelqu'un qui est très dynamique, en dehors de ça, il est malin. Il s'est posé les jalons, il s'est posé les têtes en jouant également sur la justice pour écarter sa liberté politique. Mais c'est un président dangereux pour ce pays qui est un modèle de la démocratie qu'on qualifie dans la sous-région. Malheureusement, tout ce que ça se passe aujourd'hui, donc on n'aura pas d'adversaire potentiel de taille devant lui et à qui il va rivaliser contre tout ça. Donc la gestion de cette situation, avant, mais pour l'instant, le peuple béninois, on ne sait pas ce qu'on dit sur la fait, ce pays a encore deux adversaires politiques. Ils sont toujours décantés sur leur position, on verra ce que ça va donner dans la démocratie, mais il faut quand même suivre la observation de ce qui se passe au Bénin et analyser au moment où ça. Merci beaucoup, Justin Nani, et bonne soirée à toi. Alors, nous sommes en train donc de filer à la fin de cette émission. Nous avons pratiquement 2 minutes. Et qu'on aurait aimé parler un peu du syndicalisme, parce que ce n'est pas politique. Les enseignants qui voulaient créer leur syndicat, le syndicat des enseignants du Togo, c'est à Tapamé. Malheureusement, depuis quelques semaines, les autorités togolaises ont déclaré pratiquement la guerre contre ce syndicat et sont en train donc de fragiliser ce syndicat-là. Ils ont, la maire, Madame le maire de la commune Ogou 1, Madame Kugan, a interdit la tenue de l'AG dans sa ville. Et c'était quoi la raison? On nous parlera peut-être de Covid. On nous parlera peut-être de Covid, mais je crois qu'on ne gagne rien à museler les syndicats, à museler tout le monde dans le pays. Il y a même le ministre de la fonction publique, le ministre Bawara, qui dit qu'il y a une dizaine d'enseignants aujourd'hui qui est mise à pied et puis qui ne va pas, la dizaine ne prendra pas de salaire à la fin du mois. Vous permettez que nous prenions un essai sur le sujet juste pour 2 minutes. Ernest Rodonosaï, alors, quelle sera la suite à donner à cette question? Parce que le syndicalisme, ce n'est pas politique. Oui, je crois que nos autorités togolaises vont trop vite en besogne. En ce qui concerne l'interdiction faite par Madame le maire de Ogou 1, quant à la tenue de la réunion de l'Assemblée constitutive de choses du SEC, syndicat des enseignants du Togo, tout d'abord, Madame le maire a raison, mais elle a également tort. Elle a raison du moment où elle suit la légalité que lui impose son autorité de tutelle, qui n'est que le ministre de l'administration territoriale. Puisque le ministre de l'administration territoriale a annulé le numéro d'enregistrement, oui. L'enregistrement déposé par les organisateurs. Oui. Au même moment, elle a tort parce que, mais si vous reprochez aux intéressés de n'avoir pas suivi les règles en la matière et que maintenant ils veulent se conformer à la légalité, vous avez le droit de leur interdire cela. Parce que c'est maintenant ils veulent se constituer pour vous envoyer. Lorsque les gens ne se constituent pas, ils ne peuvent pas vous envoyer tout d'abord le prévu constitutif, les statuts et quelquefois même le règlement intérieur. Oui. Maintenant, si vous leur interdisez de se réunir, comment ils vont procéder pour porter sur les fonds baptismaux leur syndicat? C'est qu'on ne veut pas les voir grandir, c'est tout. Voilà. Ou bien être. Qui veut être la crise de rage. Maintenant, ce que nos autorités oublient, c'est que les syndicats ne sont aucunement régis par la loi de 1901. Parce que ce ne sont pas des associations telles qu'on les appelle. Les syndicats sont différents des associations qui sont régies par la loi de 1901, la loi du 1er juin 1901. Or, ici, les autorités mélangent tout. Il suffit que 2 ou 3 personnes se regroupent pour défendre leurs intérêts, que ce soit matériels, moraux, individuels ou collectifs,
peut se constituer un syndicat. On n'a même pas besoin d'un quota, d'un nombre déterminé. Donc, je crois qu'il ne faudrait pas que nos autorités, au sommet de l'État, nous induisent en erreur. Mais donc, pour Madame le maire, elle est dans le droit parce que son autorité du tutelle a annulé le permis d'arrêtement, mais elle ne pouvait pas leur interdire de se regrouper pour se constituer maintenant et porter sur les fonds baptismaux leur syndicat. Tout à fait. Alors, Ernest Rodanou-Saï, malheureusement, nous sommes talonnés par le temps. C'est un sujet très passionnant. Nous reviendrons là-dessus. Et si d'ici là, l'âge n'a pas été tenu dans une quelconque ville, on en reparlera. Comme le dit certains, le cas de solliciter une mairie dirigée par un maire de l'opposition, il faut voir ce que ça sera, ce que ça va donner. Merci beaucoup. Merci vraiment pour votre participation active depuis là où vous vous trouvez. Allez, merci, Ernest Rodanou-Saï. Merci, Togo Latekwe. C'est moi qui te remercie, Tony, et je crois que les auditeurs ont pris plaisir à écouter les différents sujets qu'on a débattus. L'éducation, l'avenir d'un peuple, c'est dans l'éducation de ses enfants. Merci beaucoup. Merci, Vakeson. Merci, Monsieur Padé Komlan, qui a pris part comme invité. Merci à Dela Haïté, qui nous a appelé. Justin Anani également a pris part à cette émission. Le confrère Félix Anou de Saville n'a pas pu être avec nous. Merci aux techniciens comme Christophe. Moi,